à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreuses et nombreux pour parler de la santé mentale avec nous. On est ensemble pendant 45 minutes. On gardera 10 minutes pour les questions à la fin. Donc n'hésitez pas à les noter au fur et à mesure. Et si besoin, il y aura le replay. Je suis vraiment ravie de discuter de la santé mentale avec vous. On va découper notre conversation en 3 grandes parties. On va revenir sur les grandes définitions. On ira creuser les causes. Et ensuite, on donnera bien sûr des pistes de solutions, des outils pour mieux vous accompagner au quotidien. Je vais présenter mes 3 speakers. Merci encore à tous les 3 d'être avec nous. Je vais commencer avec Héloïse, qui est Head of Product chez MocaCare depuis 3 ans. MocaCare, c'est une entreprise qui accompagne les entreprises et les salariés à mieux prendre en compte, en charge, la santé mentale dans les entreprises et au niveau des équipes. Héloïse, c'est aussi une membre très active de la communauté de l'Avant-Garde. L'Avant-Garde, c'est une communauté de femmes, managers et leaders dans le product management partout en France aujourd'hui. Je crois que vous êtes une centaine maintenant. Également à nos côtés, Pierre Fournier. Pierre qui a déjà pas mal d'années d'expérience dans le produit. Tu as été partenaire chez Artefact, plus récemment CPO chez Mano Mano. Et puis il y a 2 ans et demi, tu es passé côté entrepreneurial et tu as monté la fondation, la méthode WIN, qui est une méthode de formation dans le but de mieux vous accompagner au travail, mais surtout mieux vous connaître vous-même. Pierre, c'est aussi un grand passionné de course à pied, mais surtout, c'est un membre actif du board LPC depuis déjà de nombreuses éditions. Et enfin, Jérôme Guillemont. Alors Jérôme, il a commencé sa carrière dans l'imprimerie avant de rejoindre les équipes de Louis Vuitton à différents postes produits et pendant pas mal d'années. Et puis il y a 2 ans et demi, après un burn-out, Jérôme a décidé de quitter le monde du produit et de devenir, depuis le début de l'année, psychopraticien et auteur. Jérôme accompagne surtout ses passions autour du burn-out, la perte de sens, les traumatismes et aussi les abus sexuels. Et Jérôme passe aussi beaucoup de temps dans les écoles, les associations, les institutions pour accompagner justement les victimes à mieux comprendre ce qui leur arrive et traverser certaines épreuves. Pour bien commencer notre conversation, je vais juste balayer 2-3 tabous ou 2-3 amalgames. La santé mentale, c'est pas que négatif. Il ne faut pas avoir peur. C'est OK de parler de santé mentale. C'est pas que le côté maladie. Aux US, d'ailleurs, c'est assez... on peut être fier de parler qu'on prend soin de sa santé mentale, qu'on suit une thérapie, qu'on prend soin de soi. C'est avec une connotation quand même plus positive. On va parler de stress. Il n'y a pas que du mauvais stress, il y a aussi du stress positif. Et vous allez voir dans les définitions, en fait, le stress, c'est aussi normal dans notre quotidien. Moi, ce qui m'a marqué et pourquoi j'avais envie de faire ce talk autour de la santé mentale, c'est lié au baromètre LPC de l'année dernière. Pour la première fois, dans ce baromètre, on a inclus des questions autour de la santé mentale, avec l'aide notamment de MocaCare. Et sur les 1300 répondants, donc c'est quand même pas mal, 1300, c'est comme si vous étiez 6 fois et demi là, le nombre que vous êtes dans cette pièce, on se rend compte que 6 personnes sur 10 sont affectées dans leur travail au quotidien. Ce qui ressort beaucoup, c'est la charge de travail, c'est l'intensité qui est parfois assez costaud. Donc là, je me suis dit, quand même, ces 1300 personnes, si elles sont comme moi passionnées du produit, c'est chaud quand même de se sentir aussi mal. Et je me suis aussi sentie un peu rassurée parce que je me suis dit, je ne me suis pas forcément toute seule parfois à me sentir un peu sous l'eau. Je pense que ça vous est déjà arrivé, qui est un peu sous l'eau parfois, un peu beaucoup. Donc c'est à la fois rassurant et aussi à la fois un petit peu triste parce qu'on n'en parle pas beaucoup encore de la santé mentale. Ça commence à émerger de plus en plus. Il y a des podcasts, des meet-ups qui ont eu lieu depuis l'année dernière. Mais il faut en parler. C'est pas mal de parler de sa santé mentale, de dire qu'on prend soin de soi, qu'on va peut-être pas très bien. Je pense que quand vous avez une grippe ou la gastro, il n'y a pas de problème, tout le bureau est au courant. Par contre, que vous allez moins bien à l'intérieur, pas forcément. Donc aujourd'hui, on va essayer de creuser toutes ces causes, comment on peut mieux identifier justement et éviter de tomber dans certains pièges. Et on verra qu'il y a quand même pas mal de solutions, pas mal d'outils, et que ça peut être très positif de parler de sa santé mentale. Je vais donner la parole à Héloïse pour déjà commencer par revenir sur des grandes définitions. Je ne sais pas si vous savez, mais l'OMS a une définition de la santé mentale. Et je vais te laisser, Héloïse,
la décrire pour nos participants et participantes. Oui, merci Amandine. Du coup, donc, la santé mentale, selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est décrit comme un état de bien-être qui permet de réaliser son potentiel, de faire face normalement aux difficultés normales de la vie, mais aussi de travailler de manière productive et de pouvoir apporter une contribution à la communauté. Et moi, j'aime beaucoup cette définition. Elle est intéressante à 2 titres. La première, c'est que faire face aux difficultés naturelles de la vie, normalement, ça veut pas dire être tout le temps heureux, ça veut pas dire j'ai totalement le droit d'être stressé je peux tout à fait être en bonne santé mentale, mais être stressé s'il y a un enjeu important. Néanmoins, si je suis tellement stressée qu'en fait je ne peux plus me lever de mon lit, ou que ça m'impacte dans ma vie normale, alors là, ça veut dire que j'ai une problématique de santé mentale. Et l'autre titre auquel cette définition est très intéressante, c'est que ça montre bien que la santé mentale, c'est vraiment un continuum. C'est exactement comme la santé physique. On peut aller de très mal à très bien. Il y a vraiment toutes les variances. Et c'est aussi un état qui peut varier au cours de la vie. Et on a tous en fait une santé mentale, tout comme on a tous une santé physique, pas uniquement quand on est mal. Effectivement, on peut aller très bien et puis parfois se sentir peut-être un peu moins bien. Il y a parfois des amalgames qui sont faits, notamment autour du mot burn-out. Jérôme, est-ce que toi, tu as une définition, comment tu pourrais décrire cet état et tout ce qu'on met derrière ce mot? En fait, je dirais déjà qu'on a tendance à mélanger 3 choses principales. On a tendance à mélanger l'état de stress souvent avec un état de fatigue, épuisement et avec un état de burn-out. Si on fait simple, la réaction de stress, c'est une réaction qui est normale de l'organisme pour répondre à une agression. Alors une agression, tout type d'agression qui peut être une charge aussi juste professionnelle assez forte. C'est une réaction qui est complètement normale et en fait, il faut plus s'inquiéter quand il n'y a jamais de stress. Ça, c'est le premier point. En revanche, là où ça peut devenir un petit peu plus problématique, c'est quand le stress devient continu, de plus en plus continu. Et là, on peut céder à la dimension du trouble d'abord. Et donc, du coup, on est plutôt sur une dimension de fatigue, épuisement, où là, on peut être jusqu'à un arrêt de travail, parfois, c'est besoin de pause. Et puis, on peut aller jusqu'au burn-out. Le burn-out, on est vraiment sur autre chose aujourd'hui dans la société. C'est un peu galvaudé, les gens sont en arrêt 1 semaine, ils ont fait un burn-out. Non, un burn-out, c'est plusieurs années déjà, c'est jamais 1-2 mois, c'est plusieurs années, et puis on en parlera tout à l'heure, c'est un avant, un après, mais je pourrais dire que ce qu'il faut imaginer, c'est que à la différence d'un stress, à la différence d'un état de fatigue ou d'épuisement, un burn-out, on est vraiment sur une problématique de lien avec son travail, d'une manière de, comment dire, il y a une dégradation de son rapport au travail, et puis ça va toucher 3 axes principaux, ça va être une problématique souvent qui est émotionnelle, très forte. Il y a un émotionnel qui est soit complètement éteint, soit exacerbé sur ce qu'on peut vivre au quotidien dans son travail. Il peut y avoir aussi une dimension d'une perte d'accomplissement, en tout cas dans ce qu'on réalise aujourd'hui. Et puis, il peut y avoir aussi une dimension un peu de dépersonnalisation, c'est-à-dire soit on a l'impression d'être complètement dissocié de son travail et d'y être de manière complètement mécanique. Voilà. Il y a vraiment le burn-out, c'est vraiment un sujet qui est vraiment à part. Et c'est vrai que c'est un peu désolant aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est à la fois un syndrome qui est quand même assez nouveau, qui n'a aucun lien avec une dimension psychiatrique. Hein. Aujourd'hui, il ne fait pas partie de ce qu'on appelle dans la psychiatrie. On a un référentiel qui est le DSM, qui est un référentiel de tous les troubles mentaux. Toutes les maladies mentales, ça n'en fait pas partie. Donc c'est pas parce que souvent on parle de santé mentale. On associe tout de suite ça à la psychiatrie, ou on associe tout de suite ça à quelque chose souvent où on a forcément du mal parfois à y aller. Dans ces enjeux-là, on n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment sur quelque chose qui est propre au travail, mais on est aussi sur un syndrome, et qui dit syndrome dit qu'il y a un certain nombre de symptômes et de signifiants très forts qui sont là pour poser un diagnostic. C'est-à-dire que poser un diagnostic de burn-out, c'est un processus qui est long, et c'est pas quelque chose qu'on est capable de faire en 5 minutes, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme. Et effectivement, parmi tous ces symptômes qui peuvent se produire, Pierre, on retrouve aussi celui du désengagement. Est-ce que ça te parle? Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour toi? Oui, ça me parle un petit peu, mais je pense que ça doit parler à beaucoup de gens, parce que je ne sais pas, lever la main, par exemple, par rapport au taux de désengagement aujourd'hui parmi les salariés qui pensent que en France, moins de 50% des salariés sont désengagés. Enfin, on va essayer de trouver ensemble. Donc, levez la main ceux qui pensent que c'est moins de 50% le taux de salariés désengagés. Ok.
Levez la main entre 50 et 70. Ok, beaucoup de mains. Entre 70 et 90. Et plus de 90, là on n'avait plus que 3 mains, 0 main, c'est 93% de salariés qui sont désengagés. Ce n'est pas une petite étude, c'est Gallup qui fait cette étude chaque année sur 160 000 personnes. Donc c'est énorme. Alors, on parle de santé mentale, mais là, on parle de désengagement, qui est plutôt le sujet de Will. Mais les deux sont quand même extrêmement liés, parce que, toujours selon l'étude de Gallup qui sort chaque année, des gens qui sont désengagés ont beaucoup plus d'émotions négatives. Si vous regardez par exemple le niveau de stress, c'est 50% chez les désengagés versus 20% chez les engagés. Le niveau de colère, on passe de 25 à 10%. Et le niveau de tristesse aussi, on passe de 12 à 8% de mémoire, de 14% à 8%. Donc c'est une autre, on va dire que c'est ces deux dimensions qui sont extrêmement corrélées. Et je ne sais pas si c'est l'œuf ou la poule, mais en tout cas, une mauvaise santé mentale va forcément entraîner du désengagement. Et du désengagement aussi, souvent, va entraîner une santé mentale. Et peut-être, moi, je vais te répondre plutôt alors à qu'est-ce que le désengagement, la manière dont on le définit, parce que vous pouvez vous dire, ouais, mais 93%, c'est pas possible. Donc nous, la question qu'on pose derrière ça, les Gallup, ils en posent 12, mais c'est finalement, si tous les métiers étaient payés pareil, est-ce que vous travailleriez encore dans votre métier actuel? Et donc si la réponse est non, c'est plutôt que vous êtes désengagé. Est-ce que vous avez envie de lever la main sur cette question? Si on creuse un petit peu justement dans cet aspect de désalignement, il y a certains facteurs de motivation qui sont propres à chacun. Est-ce que tu as des exemples en tête qui pourraient parler à nous toutes et nous tous? Oui, parce que donc, effectivement, souvent, si on remonte sur les causes profondes derrière du désengagement, souvent on retrouve du désalignement. Et quand on parle de désalignement, c'est finalement à quel point vous êtes aligné entre ce que vous faites et ce que vous êtes. Ce que vous faites, c'est vraiment vos activités au quotidien dans votre travail, et ce que vous êtes, c'est vos valeurs profondes. Et donc, quand les deux ne sont pas alignés, souvent, ça crée une dissonance cognitive qui va à la fin générer du stress, etc. Et donc, on en vient souvent à des facteurs de motivation. Donc déjà, je ne sais pas si c'est clair la différence entre facteurs de motivation extrinsèques et intrinsèques. Je pense que tu peux développer un petit peu. Ouais, donc c'est jamais noir ou blanc, mais extrinsèques, c'est plutôt des facteurs qui sont exogènes, qui ne dépendent pas que de vous. Donc le plus emblématique, ça va être l'argent, on va dire. Là où des drivers intrinsèques, ça va être des choses comme l'apprentissage, le sens. Donc c'est des choses qui vont vous nourrir intérieurement sans que ça vienne de l'extérieur. Et en fait, très souvent, il y a un driver qui revient dans tous les métiers. J'en ai déjà parlé, c'est l'argent. À la fois vous au niveau individuel, parce que quand vous choisissez un métier, encore une fois, la question que je vous posais tout à l'heure, c'est s'ils sont tous payés pareil, est-ce que vous feriez toujours votre métier? Finalement, la question qu'il y a dessous, c'est si l'argent n'est plus un critère de choix, quel est le métier que vous choisissez? Et donc c'est là où vous allez plutôt aller sur des leviers de motivation intrinsèque. J'ai envie d'être enseignant, parce que pour moi c'est super important d'apprendre aux gens, etc. Alors que peut-être vous n'aviez même pas envisagé le métier d'enseignant, tout simplement parce qu'il n'était pas assez payé, vu que vous gagnez bien votre vie dans le produit. Donc, et finalement, ce désalignement, le vrai problème, c'est quoi? C'est que déjà, à quel point vous connaissez vos leviers de motivation intrinsèques. Et donc, derrière ça, les deux problèmes en général qu'il y a, c'est le manque de temps. Souvent, on ne prend pas le temps de s'interroger profondément sur ces leviers-là parce qu'on se dit qu'on les connaît. Et puis, même quand on prend le temps de le faire, la question, c'est comment on fait. Donc, il y a aussi un problème d'outils pour savoir quels sont mes vrais leviers de motivation intrinsèques. J'ai l'impression qu'il y a une dimension individuelle qui est très forte. Jérôme, je crois que ça te parle aussi beaucoup, parce que quand on parle de perte de sens, c'est souvent au niveau de l'individu, plus que collectif. Oui, c'est souvent, en fait, ce qu'on analyse de plus en plus dans les dernières études qu'il peut y avoir autour du burn-out et dans les gens qu'on peut accompagner ou que j'ai pu accompagner, et puis aussi pour y être passé, il y a une dimension qui est très individuelle. Un premier élément, c'est qu'effectivement, tout type de personne ne peut pas aujourd'hui souffrir d'un burn-out, ne peut pas arriver jusqu'à cet état-là. On est assez certain que globalement, alors les psychanalystes diraient
tout vient de l'enfance. Moi, je dirais, bon, on ne va pas forcément aller aussi loin. En revanche, on se rend compte quand même que globalement, quand on étudie les personnes qui ont vécu le burn-out, il y a des causes qui sont très extérieures à leur milieu professionnel, des causes qui sont très extérieures à leur travail, qui sont à la fois la vie qu'elles mènent dans le présent et à la fois un certain nombre d'éléments autour du passé. On peut remonter notamment à des choses autour du traumatisme quand même, là pour le coup, quels que soient les traumatismes, mais des traumatismes qui sont quand même arrivés assez jeunes, souvent ont une résonance assez forte dans la vie d'adulte et dans la vie notamment professionnelle, parce qu'on est souvent sur des gens qui ont besoin d'avoir une certaine reconnaissance, de trouver une autre reconnaissance de par le traumatisme, notamment par le travail, par une vie sociale, par une vie extérieure, par développer ce qu'on appelle en psychothérapie, en psychanalyse un petit peu la persona, c'est-à-dire vraiment l'image sociale. Et elle passe souvent par un travail, par une certaine dépendance au travail, voire une addiction au travail. On voit beaucoup cet élément-là, et pour le coup, ça va systématiquement chercher des causes dans quelque chose de très profond, très intérieur, très infantile souvent. Et aujourd'hui, voilà, on le met beaucoup en lien avec le traumatisme, et puis on le met beaucoup en lien avec un autre, je ne vais pas rentrer en détail trop là-dessus, ça peut être assez complexe, mais sur la dimension autour de l'attachement. L'attachement, c'est la manière dont on a constitué finalement dans l'enfance nos figures d'attachement, c'est-à-dire avec nos parents, nos relations avec nos parents, avec les proches, avec toutes les personnes qui ont eu autour. On voit aujourd'hui combien ce sont des résonances très fortes dans les personnes qui ont un burn-out. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas avoir un burn-out. C'est pour ça que finalement, à situation égale, on pourrait dire, c'est-à-dire situation vraiment extérieure, dans un monde professionnel, dans un univers professionnel, dans un même service, tout le monde n'aura pas un burn-out. Ça, c'est déjà un premier point. Et puis, en fait, ce que ça vient souligner, c'est que une des causes principales, c'est vraiment une dissonance entre ce qui peut se passer à l'extérieur, la vie qu'on mène sur le présent, et puis le sens qu'on a besoin de retrouver ou qu'on a perdu. Souvent qu'on a perdu, on a besoin de le retrouver, mais parfois aussi, les personnes ont un sens dans ce qu'elles font, mais c'est un sens qui n'est plus suffisant pour elles. Et il y a vraiment cet élément-là. Et du coup, je reviendrai à un élément qu'il faut vraiment avoir en tête là aussi, c'est que dans un burn-out, il y a un avant et un après. Et la personne ne retrouvera jamais, après un burn-out, les facultés qu'elle avait avant. Ça, c'est une certitude. Aujourd'hui, on sait globalement que la personne ne retrouvera jamais un état de santé similaire à ce qu'elle avait avant. Et ça, c'est important de l'avoir en tête, notamment pour les managers, pour aussi l'ensemble des personnes, dans l'intérêt aussi que la santé mentale peut avoir au quotidien. Alors la presse pourrait s'en inspirer, les médias aussi, parfois, les réseaux sociaux, mais le monde du travail, vraiment. Il y a vraiment cette dimension-là, il y a un avant, un après, c'est-à-dire qu'on ne sera plus comme avant. Et typiquement des personnes qui sont en arrêt 1 mois et demi, 2 mois, et qui reviennent au travail comme si rien ne s'était passé. Alors, soit, premier point, ce n'est pas un burn-out, soit elles en feront un assez rapidement après, parce qu'il y a vraiment besoin de prendre conscience de ce que vient dire le burn-out. Et au-delà de la dimension de l'intégrité, je dirais, physique, psychique qu'il va y avoir, il y a vraiment de se dire, ok, qu'est-ce que ça vient chercher chez moi, peut-être quelle vie j'ai envie de mener maintenant, quel changement je peux opérer. Et il y a vraiment cet élément-là. Et c'est pour ça qu'il faut garder en tête que évidemment, c'est pas pour dire c'est pas la faute de l'entreprise. C'est pas du tout ça mon point. Évidemment que souvent, trop souvent, l'entreprise contribue à amener les gens dans le burn-out. Ça, c'est clair. Pour autant, il est important aussi de vraiment se questionner sur nous en tant qu'individus. Qu'est-ce que ça vient faire et qu'est-ce que ça vient résonner chez nous? Je pense qu'à accepter, déjà à entendre, puis ensuite se dire c'est normal finalement qu'il y ait cet avant-après et que ça ne sera plus jamais pareil, c'est pas rien quand même. Non, c'est un élément qui est important, il faut l'avoir en tête. Je peux donner juste un exemple qui est très... j'ai fait un burn-out en mi-2021, juillet 2021, et les prémices ont commencé quelques mois avant, mais vraiment j'ai eu des prémices extrêmement fortes sur mai-juin, et notamment sur le mois de mai 2021. Et en fait, typiquement, un des éléments qu'on retrouve assez fortement sur des gens qui ont vécu un burn-out, c'est qu'à date anniversaire, une partie des symptômes revient. Et typiquement, je suis en plein dedans en ce moment, et j'expérimente effectivement cette dimension que ça vient de dire, bon, il y a encore peut-être des ajustements sur le changement de vie. Et voilà, et il faut expliquer en quoi c'est vraiment quelque chose voilà, c'est pas à négliger, quoi. Que ce soit pour les personnes qui le traversent, et que ce soit aussi pour les managers ou les personnes qui accompagnent au quotidien des équipes, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger, quoi. Vraiment.
Merci beaucoup Jérôme. Je pense que ça résonne beaucoup chez toi aussi Héloïse avec Mocha, Mocha Care, le fait d'accompagner les entreprises, des salariés dans leur quotidien. Je pense que ce que vient de dire Jérôme, tu dois peut-être le ressentir aussi à travers votre produit. Oui, complètement. Déjà, je rebondis sur ce que dit Jérôme sur le fait que il y a beaucoup de déterminants qui sont individuels, qui peuvent être psychiques, biologiques, mais il y a aussi l'environnement de travail. On passe du temps dans son environnement de travail. On est parfois, alors Pierre parlait de désengagement, mais il y a aussi des gens qui sont surengagés, qui sont très engagés, qui sont passionnés par leur métier. Dans les métiers du produit, c'est souvent le cas d'ailleurs dans le baromètre. Les réponses sur la question est-ce que j'adore mon job sont plus élevées que sur la question est-ce que je vais bien. Donc ça porte matière à réflexion, je trouve. Mais en tout cas, l'environnement de travail, c'est déterminant. Et il y a un concept en France qui est développé, qui est très intéressant, qui s'appelle les risques psychosociaux. Et donc, il existe différents facteurs de risque qui sont présents dans l'environnement de travail et qui peuvent être plus ou moins spécifiques au métier qu'on exerce et qui peuvent avoir un impact si on ne les maîtrise pas, si on ne met pas en place des garde-fous qui peuvent avoir un impact sur lorsqu'il y a une situation compliquée et qui peuvent amener des gens à passer d'une situation de stress à une situation de stress plus intense, d'une situation de stress plus intense à une situation de burn-out, par exemple. Et donc, par exemple, dans ces facteurs de risque, dans les métiers du produit, celui qui est le plus prévalent, et on en parlait encore tout à l'heure, c'est l'intensité et la charge de travail. Et donc, il est intéressant de se poser la question de qu'est-ce que je fais avec ça. C'est un facteur qui revient hyper souvent chez nos clients, ça revient extrêmement souvent. Et bien en position numéro 1, bien devant le deuxième facteur qui sont les exigences émotionnelles, donc par exemple gérer des stakeholders compliqués. Voilà. C'est déjà pas mal en termes de risques psychosociaux. Et justement, avec Mocha, on peut, même juste en parlant juste de Mocha, mais il existe plein d'outils, plein de solutions. On peut nommer aussi Teal, Olivia, qui sont des outils que de plus en plus d'entreprises, je trouve, commencent à mettre en place pour, sans que les salariés viennent voir forcément leur RH et leur dire je me sens pas très bien. Non, là, on peut vraiment, depuis son application, depuis son produit, commencer à prendre soin de soi. Ouais. Et peut-être, on pourra y revenir juste après sur la connaissance de soi, qui est un élément hyper important, parce que si je me connais, comme tu le disais Pierre, si je connais mes motivations intrinsèques, j'arriverai mieux à vivre peut-être mon quotidien. Mais on voit aussi qu'à l'aide d'outils, ça peut nous aider déjà à faire ce premier chemin, parce que dire qu'on se connaît très bien soi-même, ouais, je pense qu'il y a un petit peu de chemin quand même à faire avant. Et au sein de l'entreprise, il y a un petit peu 3 niveaux sur lesquels on peut agir au niveau de la santé mentale. Il y a un niveau qui est agir sur les facteurs de risque, donc éviter, mettre en place des garde-fous. Donc par exemple, c'est tous les leviers qui vont être organisationnels autour, par exemple, de l'organisation du travail. J'en sais rien, comment je gère mes feedbacks entrants. Est-ce qu'à chaque fois que j'ai un feedback, j'ai une notification qui vient m'interrompre dans mon travail, ou est-ce que en fait, j'ai un temps qui est dédié dans ma semaine où je vais venir regarder, traiter ces feedbacks, et en fait, ça me permet de ne pas être interrompu par ailleurs dans mon travail. C'est un exemple hyper concret, mais en fait qui peut de manière accumulée arriver à un certain niveau de charge mentale qui est très important. Et c'est la charge mentale chez les product managers, les product designers, c'est quelque chose de très prégnant. Donc ça, c'est un peu le niveau sur les facteurs de risque. Il y a le niveau sur, en fait, quand j'ai une situation, comment est-ce que je m'outille, comment est-ce que j'agis, est-ce que je sais réagir, est-ce que je peux en parler à mon manager, est-ce que la communication est ouverte avec mon manager, est-ce que mon manager a été formé à la sécurité psychologique, est-ce que c'est possible pour moi d'ouvrir cette communication. Et si vous êtes manager, je vous encourage très fortement à vous renseigner en fait sur ces concepts-là, parce qu'ils sont hyper importants. Et ensuite, le dernier niveau, c'est si je suis en situation de crise ou si j'ai besoin d'aide, pouvoir avoir l'outil pour le reconnaître et me faire accompagner vers un praticien qui peut être un psychologue, qui peut être un coach, qui va être quelqu'un dont c'est le métier d'être formé, puisque le manager n'est pas un psychologue et il peut pour le coup rediriger. Et on voit aussi en fonction des équipes, product manager, product designer, customer success manager, on n'a pas tous le même quotidien et peut-être qu'on ne va pas tous avoir les mêmes niveaux d'interprétation.
Je crois que dans votre équipe, entre product manager, product designer, vous avez... Oui, par exemple, la charge mentale chez les product managers, c'est une discussion qu'on a assez souvent. Le fait de pouvoir dire, je dois gérer tous ces stakeholders différents qui ont des demandes qui sont contradictoires. Je dois penser à ce qui est au passé du produit, à ce que va être le produit à court terme, communiquer clairement sur ce que va devenir mon produit à court terme, mais aussi avoir une vision sur du long terme. Et en fait, avoir ces différents canaux de mode de pensée et pouvoir faire du context switching à la fois dans ma journée, mais dans ma communication au quotidien. Et on peut arriver à un niveau de charge mentale qui est important. Chez les product designers, par exemple, une discussion qu'on a souvent, ça va être je suis attachée à la solution que j'ai conçue, j'ai envie que ça marche, j'ai mis toute ma conviction, ma créativité et j'y crois à fond. Et en fait, j'ai peut-être du mal, je peux avoir du mal à recevoir un feedback qui va être un peu challenging. Et donc, je vais être confrontée à la peur de l'échec, peut-être avoir peur de la release. Donc, ça, c'est des choses un peu plus concrètes. Mais donc, il y a des moyens individuels de travailler sur soi et il y a aussi des moyens, encore une fois, d'ouvrir des portes avec son manager ou avec un praticien. On parlait hier soir, par exemple, de faire de la méditation. Et on se rendait compte que c'est pas si simple que ça, de faire de la méditation, la pleine conscience, et qu'un accompagnement par un psychologue, par exemple, ça pouvait être aussi un moyen d'arriver à mieux prendre conscience de certains éléments. Est-ce que tu recommandes, Jérôme, est-ce que la thérapie peut être également un bon moyen de se libérer, entre guillemets? Je dirais que, en fait, j'aurais tendance à dire oui, tout le monde devrait passer sa vie en thérapie. C'est une utopie, mais en tout cas, souvent on a tendance à penser la thérapie parce qu'on a un problème, alors que la thérapie peut aussi être un facteur de connaissance de soi. Et d'ailleurs, pour répondre à cette question, moi, je dirais que l'obédience, en tout cas, de laquelle je suis le plus proche dans la thérapie que je propose, est plutôt une dimension où en fait la connaissance de soi, c'est un parcours de toute une vie, et qu'après, il y a des manières de pouvoir y contribuer. Alors, je dirais que quand il y a des applications mobiles, c'est déjà une première approche. C'est-à-dire qu'aller chez un thérapeute, franchir ce cap-là, c'est parfois quelque chose d'assez... parfois, en tout cas pas forcément simple comme démarche, et c'est vrai que parfois le burn-out l'oblige parce qu'il n'y a vraiment plus d'autres solutions, mais parfois on attend d'être arrivé trop loin pour y aller, et c'est vrai que déjà la première étape des applications mobiles, je trouve que ça donne déjà parfois, en tout cas des outils qu'il peut y avoir, peut donner une première manière d'y aller, ou une première manière de se sensibiliser à ça, une première approche, et je trouve que déjà rien que pour ça, c'est déjà un premier pas, et c'est déjà un premier pas qu'il faut mentionner, qui est déjà pas anodin, je trouve, déjà de pouvoir faire cette première démarche. Après, évidemment, la dimension thérapeutique, pour moi, elle est vraiment sur 3 axes, et qui plus est quand il y a eu cette dimension du burn-out. Il faut imaginer que quand il y a une dimension du burn-out, il y a souvent une déconnexion très forte entre ce que le corps dit et ce que la tête peut dire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette dimension, à un moment on évoquait cette notion de surengagement. Cette notion de surengagement fait qu'à un moment on est complètement déconnecté d'un besoin de repos, du corps qui commence à nous dire en fait là c'est trop loin. Et donc, il faut vraiment trouver, faire de la thérapie uniquement verbale, uniquement d'échange, ça suffira pas, parce que c'est bien, ça peut permettre de mettre du sens sur ce qu'on a vécu, mais il y a vraiment une thérapie pour moi qui doit être autour de 3 axes, qui doit être autour du corps, autour de l'esprit, de la dimension mentale, et puis autour de l'âme, de la dimension un peu spirituelle. Alors, sans aller très loin, la spiritualité, c'est la dimension aussi juste de trouver du sens dans ce qu'on fait. C'est une dimension spirituelle. La spiritualité, on n'est pas forcément sur la méditation autre. On ne va pas forcément chercher des choses de cet ordre-là. C'est des sujets qui sont quand même assez simples. Je dirais qu'en fait, il y a besoin de donner du sens au vécu, de comprendre les messages qui ont été donnés aussi soit par le burn-out, soit par les problématiques de santé mentale en général. Quel message ça vient vous dire, quel sens ça peut avoir là présentement. Et puis après, si on va sur des thérapies plus directes, il y a évidemment des thérapies autour quand même de l'échange. Ça c'est inévitable. Les personnes ont besoin de parler, de se confier, parce que justement, elles sont parfois dans un monde professionnel où on ne peut pas laisser la place aux émotions qu'il peut y avoir, on ne peut pas laisser la place aux désagréments, on peut laisser la place aussi à
moi, ce que ça me fait d'entendre parfois effectivement des retours, des feedbacks d'autres équipes. Et puis, il y a des thérapies qui peuvent être plus ou moins adaptées, qui sont des thérapies autour de l'hypnose. Ça marche plutôt bien sur des sujets comme cela. Les thérapies aussi, ce qu'on appelle les TCC, thérapies cognitives et comportementales. Ça travaille beaucoup sur le comportement et sur la manière dont on peut fonctionner en certaines situations. Il y a des thérapies aussi autour des mouvements oculaires. On les voit beaucoup en ce moment autour du traumatisme, ce qu'on appelle l'EMDR, travail sur le mouvement oculaire. Alors, ça marche plutôt bien aussi sur des gens qui ont vécu un burn-out, parce qu'il faut imaginer que parfois la personne a vécu les choses avec tellement de violence que ça peut aussi être un moyen de laisser de côté l'émotion que ça a pu susciter. Et puis, il y a enfin deux autres. Il y a la thérapie narrative, c'est un élément avec lequel je travaille beaucoup. Alors moi, je travaille plutôt ça avec des gens qui ont vécu des traumatismes, mais malgré tout, la thérapie narrative, c'est aussi qu'il faut imaginer que quand les gens sont heurtés sur des choses assez fortes dans la santé mentale, on peut être dans une situation où la personne ne trouve plus du tout de sens, plus d'issue. Et parfois, la thérapie narrative, c'est le principe de reconstruire son histoire, de reconstruire l'histoire de la personne avec tout un tas d'événements et de se rendre compte en fait que la vie n'est pas que ce qu'elle vit présentement, mais qu'il y a tout un tas de choses autour. Et du coup, c'est se re-raconter son histoire. Et puis un élément évidemment qui est très, très fort, c'est que sur cette dimension du corps, c'est retrouver le sensoriel, les sens. Alors ça peut être des choses aussi basiques qui ne sont pas forcément thérapeutiques, mais qui peuvent être autour de la cuisine, autour des choses de cet ordre-là. Et puis c'est aussi des choses autour du sens. Et là, je travaille beaucoup en olfaction avec des huiles essentielles notamment, où on commence à avoir des effets qui sont vraiment très très puissants. Alors j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas très forts sur une dimension psychique, et notamment sur des gens qui traversent des burn-out. Il y a vraiment une dimension à la fois où ça peut aider à retrouver une certaine sérénité en soi, et puis ça peut aussi être une béquille aussi pour mieux cheminer, quoi. Et ça fait surtout retrouver la dimension sensorielle, quoi. Qu'est-ce que sentir une huile essentielle, par exemple. Alors je parle plus d'essentiel plus que de parfum, parce que c'est souvent plus qualitatif que le parfum, plus naturel. Mais c'est surtout, voilà, qu'est-ce que ça vient chercher chez nous. Et c'est retrouver en fait vraiment le sensoriel, vraiment la base, quoi. Revenir à soi, revenir vraiment à ses perceptions, quoi. Donc on voit qu'il y a différents types de thérapies. Il y a différents types, et il n'y en a pas une seule direction. Et c'est vrai que souvent on a tendance à penser thérapie, on a tendance à penser le divan et la psychanalyse et tout ça. Heureusement, il y a plein d'autres choses. Enfin, heureusement, oui, parce qu'il faut s'adapter. Tout n'est pas adapté à tout le monde. Typiquement, l'hypnose, ça ne va pas marcher chez tout le monde. Voilà, ça dépend vraiment. Mais ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est qu'il y a plusieurs types de thérapies. Et c'est aussi, voilà, de voir laquelle peut nous sembler la plus abordable pour nous, quoi. Le tout, c'est quand même de se faire accompagner. Mais de se faire accompagner, pour moi, ça me semble être une bonne chose. Enfin, en tout cas, pour le voir avec des personnes que j'accompagne maintenant, ou pour voir moi à l'époque où j'étais dans ce cas-là, l'accompagnement m'a permis de passer, je dirais, de revenir à la vie. Parce qu'en fait, finalement, dans cette étape du burn-out, j'étais passé dans d'un mode que je décrirais un peu comme un mode de survie. Et là, en fait, l'accompagnement était vraiment nécessaire, quoi. Alors, on voit que là, on arrive peut-être dans des cas un petit peu où on s'y est pris un peu tard, peut-être, qu'on aurait peut-être pu améliorer déjà son quotidien en amont, identifier déjà des premiers symptômes, les différentes causes qu'on a pu voir juste avant. Pierre, et notamment, j'en profite pour montrer le livre de la méthode Will, il me semble que tu en parles, il existe aussi des outils qu'on peut mettre en place dans son quotidien pour éviter de se faire couper, de mettre trop de bruit finalement dans son quotidien, et qui peut venir chahuter un peu cet équilibre de notre santé mentale. Juste entre parenthèses, du coup, la méthode Will, c'est un roman de management, pour ceux qui se disent ça va être compliqué. On peut le mettre sur la table de chevet. Hein ? On peut le mettre sur la table de chevet. Voilà, exactement. Vous pouvez l'offrir à vos parents, à vos enfants. En fait, en vous entendant, c'est vrai que là, on est déjà dans la dernière extrémité, et c'est comme quand vous faites du sport. Vous attendez pas d'être obèse ou d'être malade pour vous mettre à la course à pied, parce que vous avez envie d'être juste en bonne santé. Et donc, je pense que la santé mentale, c'est pareil, c'est un truc qu'il faut ancrer dans vos habitudes et travailler. Et pour moi, tout commence par la manière dont vous gérez votre temps. Aujourd'hui, surtout dans le monde du product management, il y a quand même une fuite en avant sur en faire toujours plus, on est tout le temps en retard, on est toujours un backlog qui déborde, etc. C'est normal, c'est biologique, l'être humain est fait pour faire des choses, parce qu'à chaque fois que vous faites des choses, ça sécrète de la dopamine, et donc ça vous donne un peu envie de refaire ça. Le problème, c'est que quand vous faites toutes ces choses-là, il n'y a pas de fin, et puis à quel point vous nourrissez vos leviers de motivation profonds.
On en revient toujours à cette même question. Et on en revient aussi toujours à l'argent. Parce que souvent, s'il y en a qui sont managers, quand quelqu'un ne fait pas quelque chose, qu'est-ce qu'on va avoir tendance à lui faire? Je me souviens quand j'étais chez Mano Mano, on ne faisait pas assez de discovery. Bon, j'avais dit, OK, votre objectif du trimestre, ça va être de faire plus de discovery. Et qu'est-ce qu'il y a derrière un objectif? Souvent, il y a une prime, donc de l'argent. Enfin, c'est toujours la même histoire. Donc, la première étape, c'est déjà, qu'est-ce qui vous nourrit vraiment? Qu'est-ce que vous avez besoin de nourrir? Souvent, les gens nous disent, moi, tout simplement, j'aimerais faire plus de veille. J'ai pas le temps de faire de la veille, c'est super important pour moi, je suis curieux, j'ai envie d'apprendre. Bon, ouais, ça, c'est un truc qui va vous nourrir. Il y a des exercices dans la méthode Wheel, la courbe d'épanouissement, où vous allez repasser sur toutes vos expériences passées, celles qui vous ont le plus procuré de plaisir pour voir vos leviers de motivation profonds. Et puis après, la deuxième étape, c'est un autre exercice qui s'appelle le succès du jour. C'est chaque jour essayer de vous dire, j'ai une tâche, même si c'est qu'une demi-heure, qui va venir nourrir un de mes leviers de motivation. Moi, par exemple, maintenant, j'ai une fois par semaine un déjeuner avec un de mes enfants, en tête-à-tête. Et après, la dernière étape, c'est de ne pas vous faire déranger, parce que parfois, vous allez libérer du temps pour faire ça, et puis là, vous vous faites rattraper par la police, il y a quelque chose à finir. Donc, soit c'est les autres, interruption externe, donc mettre en place des barricades, d'autres exercices, ou tout simplement interruption interne. C'est-à-dire que parfois, vous allez vous mettre dans votre créneau pour faire votre veille, et là, c'est vous-même qui vous interrompez, alors que personne n'est venu vous interrompre. Donc là, on en revient à des techniques qui sont plus proches de la méditation. L'exercice s'appelle le surf des envies. Voilà, tout simplement, quand vous commencez à vous interrompre, je check mon téléphone, juste comme ça, voir l'heure dessus. Aucun intérêt, mais c'est devenu une habitude. Donc le conscientiser pour casser l'habitude. Et puis derrière, vous dire, est-ce que c'est si important, est-ce que je ne peux pas attendre un petit peu plus? Le surfer, et ça passe beaucoup aussi par la respiration. Donc, voilà des petits tips actionnables que vous pouvez mettre en place. Et à insérer petit à petit aussi dans son quotidien. Peut-être pas tout faire d'un coup, et y aller progressivement pour que ça rentre vraiment dans des habitudes et que ça devienne naturel chez vous. On va prendre une toute petite question, même si on me fait des gros yeux du fond de la salle. Est-ce que l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous souhaite poser une question? Ça va résoudre le problème. Alors, on va juste te donner un micro. Et promis, après, vous pourrez aller dans les autres talks ou rester ici dans la salle des conversations. Vous avez également la salle des podcasts qui est juste à côté. Alors, bonjour. Dans mon ancien travail, j'avais une manager hyper toxique, donc du coup, j'ai démissionné. Cette manager était tellement toxique que ça a engendré une remise en question hyper profonde. Et je pense que si je n'avais pas quitté, j'aurais fait un burn-out et une dépression. Donc, comment faire quand on fait face à des managers qui sont toxiques? Qui veut prendre le micro? C'est pas facile. Tu peux lire le livre parce que c'est l'histoire d'Adèle, mais qui veut démissionner comme toi parce qu'elle a un manager très toxique et puis qui finalement, sans vous spoiler, mais va rester et tout va bien se passer. Mais voilà, tout commence par toi. C'est ce qu'on dit dans la méthode Wheel, c'est que avant il y a toi, il y a tes collègues, il y a ton manager, il y a ton entreprise. Donc parfois, en fait, le problème c'est toi, tu le sais pas. Je dis pas toujours ça parce qu'il faut pas décharger les autres des responsabilités, mais souvent en fait. On voit bien quand on fait les formations à la méthode que les gens ont oublié de s'interroger sur eux-mêmes et accusent leur manager. Et puis en fait, quand tu commences à réfléchir à toi, ouais, mais en fait, je lui ai pas dit. Ouais, mais en fait, moi j'ai envie de faire ça et j'ai demandé à personne si je pouvais le faire. Demander, c'est déjà la moitié d'avoir. Donc voilà pour ma paroisse, mais je vous laisse aussi la parole. Est-ce que vous voulez rebondir, Héloïse, Jérôme? Ouais, dans une relation managériale, je sais pas si on m'entend. C'est une relation. Donc pour moi, il faut pas rester dans une situation qui devient toxique. Il ne faut pas rester en tête-à-tête dans cette relation-là. Il y a des personnes ressources normalement dans les entreprises. Il y a par exemple, dans les cas de harcèlement, c'est aujourd'hui légal en France d'avoir des référents harcèlement. Ensuite, sur la relation, il y a d'autres personnes ressources qui peuvent aider au sein de l'entreprise. Et dans tous les cas, c'est important je pense que le message principal aussi, c'est de se dire il y a une situation qui impacte ma santé mentale, il faut que je me protège. Et donc, ça, c'est déjà la limite qu'il faut pouvoir poser. Et ensuite, il y a des choses qui sont possibles, des actions possibles et des actions qui ne se feront pas. Et donc, voilà. Mais oui, c'est des situations qui sont hyper complexes.
Tu veux rajouter quelque chose, Jérôme? Non, je crois que tout a été dit. Je dirais qu'il y a vraiment les deux aspects. Vraiment l'aspect de soi, revenir à soi et savoir effectivement se protéger, se prémunir, c'est vraiment le premier sujet. Et puis effectivement, trouver les autres ressources. Et souvent dans l'entreprise, effectivement, dans des cas comme ceux-là, il y a des ressources possibles sur des sujets de cet ordre-là. Super. Merci. Est-ce qu'on a une toute petite dernière question? Bon, eh bien, on va se séparer déjà. Merci et à très bientôt.